Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer de traiter cette question qui est très importante dans le programme de neurochirurgie. C'est la conduite à tenir devant une compression médulaire. Pour commencer, le plan, on va commencer par une introduction, un petit rappel anatomique, un petit rappel de physiopathologie, une étude clinique, des formes cliniques, les examens secondaires, le diagnostic étiologique. On discutera le diagnostic différentiel ainsi que les principes du traitement, le pronostic et une conclusion. Comme définition, la compression médulaire se définit comme tout processus pathologique à point de départ rachidien ou intrarachidien, comprimant la moelle épinière et entraînant progressivement une perte de ses fonctions médulaires par des phénomènes mécaniques et ou vasculaires. La compression médulaire constitue une urgence neurochirurgicale. Donc, cette définition, je pense que tout médecin la connaît. Qu'il soit le médecin de première ligne, qui est le médecin généraliste, jusqu'au médecin spécialiste, qui est le neurochirurgien. On a une moelle épinière qui se trouve dans le rachis. C'est un moyen de protection et la protège. Ce rachis qui est inextensible, tout processus pathologique, tout troisième volume, si on peut dire, qui vient se former dans cette boîte inextensible, constitue une hypertension intrarachidienne comme une hypertension intracrânienne. Je m'explique, il y a la moelle épinière. On va faire un petit rappel anatomique tout à l'heure. Il y a la moelle épinière qui fait partie du système nerveux central, les méninges qui protègent la moelle épinière et l'os qui est le rachis qui est l'os. Là, il est inextensible. Donc, toute formation, qu'elle soit hémorale, hématique ou autre chose, va comprimer la moelle épinière. Et on aura des signes cliniques qui sont les paraplégies, les tétraplégies. Donc, tout processus pathologique à point de départ rachidien, donc osseux, ou intrarachidien, la durmaire, l'arachnoïde ou l'apinaire, ou bien la moelle elle-même, constitue, va augmenter, par contre, elle va augmenter l'hypertension intrarachidienne et les conséquences, c'est des phénomènes médulaires, des signes déficitaires de la moelle épinière qui sont dus soit par des effets mécaniques directs, tumorales, ou bien vasculaires, c'est l'ischémie médulaire. Il faut insister sur quelque chose, c'est que la compression médulaire constitue une urgence par excellence en neurochirurgie. Un petit rappel anatomique. La moelle chemine du trou occipital au bord supérieur de la vertèbre 2 dans un canal osseo-ligamentaire inextensible. De la moelle émergent les nerfs rachidiens qui sortent par le trou de conjugaison. La moelle se termine par le conduit terminal au niveau du dernier vertèbre dorsale et de L1. La moelle est entourée d'une filaire épaisse résistante par l'arachnoïde où circule le liquide céphalorachidien et la durmaire qui réalise un four cylindrique épi. L'espace extradural ou épidural est graisseux, rempli de vaisseaux surtout veineux. Ce petit schéma qui me donne une idée sur cette charpente osseuse qui protège la moelle. On a les vertèbres, sont au nombre de 30, sont liées l'une à l'autre, dont la seule fonction, c'est de protéger le tissu médulaire. Le canal rachidien, on voit ici la moelle épinière, le nerf rachidien entouré par les méninges, la primaire, l'arachnoïde, la durmaire, puis l'espace extradural et le plan osseux qui sont les vertèbres, le col vertébral, les apophyses épineuses et latérales. La moelle épinière qui chemine dans le canal rachidien, qui est inextensible, c'est volontaire de se faire répéter parce qu'il y a le rachis là, c'est une matière osseuse qui est inextensible. S'il y a une malformation, donc la compression se calcule sur le tissu médulaire. On aura la compression médulaire. Elle donne, cette moelle donne naissance aux nerfs rachidiens qui sont au nombre de 31, qui sortent par les trous de conjugaison. Elle se termine au niveau de L1, c'est le corps médulaire.
Les racines de la queue de cheval, c'est dans le canal rachidien. Donc, c'est un petit rappel anatomique que tout le monde connaît. Un petit rappel sur les voies, les méniscales, extra-méniscales, c'est la voie sensitive et motrice, la corne antérieure et la postérieure. Si on voit ici la voie sensitive, voilà le récepteur sensitif, le premier neurone qui passe par la corne postérieure remonte au bulbe, puis on verra la diffusion vers l'encéphale moyen, puis la pariétale ascendante, la voie motrice par la frontale ascendante, puis la diffusion au niveau bulbaire, elle passe par la corne antérieure, puis vers le muscle effecteur. La moelle est organisée transversalement en métamère longitudinale en fibre longue. C'est pour ça qu'on le temps de métamères, C1, C2, C3 au niveau cervical. C'est des métamères médulaires et sur le plan cutané, c'est des métamères cutanées. Elles comportent des fibres sensitives et des fibres motrices. Les fibres sensitives se répartissent en voie spinothalamique et la voie luminiscale, c'est la sensibilité épicritique et la sensibilité profonde. La voie spinothalamique qui véhicule la sensibilité thermo-algésique, la température et la douleur, elle croise à chaque niveau métamérique, elle chemine dans le cordon latéral de la moelle du côté opposé. La voie luminiscale qui véhicule le tact épicritique et la sensibilité profonde, sur la sensibilité position de la position, la vibration, se situe dans le cordon postérieur de la moelle, homolatéralement, et elle croisera plus haut à la partie inférieure du bulbe. Alors que la voie motrice pyramidale, après avoir croisé dans le bulbe, descend dans le cordon latéral de la moelle. Un petit mot sur la physiopathologie. La moelle et ses racines sont enfermées dans un canal osseo-ligamentaire inextensible. On se répète toujours pour bien comprendre l'extensibilité. Et ce depuis le tronc occipital jusqu'à la hauteur de L2. Les mécanismes lésionnels, on aura une compression qu'elle soit extradurale, extramédulaire, extradurale, donc elle est rachidienne. Une compression qui est intradurale et extramédulaire, elle prend la diurnaire et elle comprime la moelle épinière, mais elle est extramédulaire et la compression dans la moelle elle-même. On aura par conséquent des blocages du liquide céphalorachidien et le problème de la stabilité rachidienne est discuté. Cliniquement, bon, ce petit rappel anatomique, ce petit rappel physiopathologique et la petite définition, je pense qu'on est d'accord, tous les médecins, depuis le médecin général jusqu'au médecin spécialiste, on est d'accord sur cela. Le problème, c'est d'insister, parce que c'est une conduite à tenir, c'est qu'un patient qui consulte chez un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, il faut avoir à la tête qu'un patient qui présente une compression médulaire qui n'est pas diagnostiqué à temps risque d'être un handicap à vie. Si on veut sauver le pronostic fonctionnel de nos patients, il faut bien apprendre, il faut bien savoir gérer la compression médulaire depuis la phase de début jusqu'à la phase d'état et quand est-ce qu'on propose la chirurgie. Donc, un patient qui se présente à la consultation, soit au cabinet ou bien à l'hôpital, avec des douleurs d'apparition récente, telles les cervicales, telles les dorsales, telles les lombalgies. Ces douleurs qui sont persistantes ou hautes, elles surviennent la nuit et elles rebellent aux omphalgiques usuels, habituels. S'il y a la présence des névralgies intercostales, c'est des douleurs en hémiceinture. Si ces douleurs sont constantes, c'est de brûlures, de constriction, la caractéristique sont aggravées par la toux ou bien l'effort de défécation. Ces douleurs qui sont progressives, elles sont inues ou bilatérales. On peut avoir des douleurs projetées, bien sûr, entre guillemets. Ça doit attirer l'attention du clinicien. Si le patient présente une diminution du périmètre de marche, ou bien il consulte pour une fatigabilité d'apparition récente, s'il présente un dérobement des membres et des chutes fréquentes, il ne faut pas laisser le patient partir. À ce stade, l'examen clinique, généralement, il est pauvre. On ne trouve pas des signes neurologiques, mais ces signes doivent attirer l'attention du clinicien et demander les explorations nécessaires pour diagnostiquer la compression médulaire.
C'est au stade de début, c'est les douleurs. Là, aux phases d'état, l'installation des signes neurologiques. Les signes neurologiques ou bien les tableaux cliniques constituent trois syndromes. Syndrome rachidien, syndrome lésionnel et sous-lésionnel. On avait tout à l'heure, on s'est répété sur le terme inextensible. C'est que l'os, elle est inextensible, la moelle épinière. Si elle est comprimée, elle souffre. Si elle souffre, il y a la douleur. La douleur, il y a le syndrome rachidien. Si à la palpation des vertèbres ou bien des épineuses, on trouve une douleur. On trouve une raideur rachidienne. Le patient, il présente avec une attitude anormale. Donc, c'est le syndrome rachidien. Le syndrome lésionnel, il nous informe sur le niveau lésionnaire, le niveau de la racine atteinte. La douleur, bon, les caractéristiques, cette douleur qui en hémiceinture, ou bien comme on a tout à l'heure, cette douleur qui est augmentée par les efforts à glotte fermée, par exemple la taux d'amplification, cette douleur qui est nocturne et qui est résistante au traitement habituel. Dans le territoire de cette race, le métamère on trouve une hypo, bien une anesthésie, on trouve une abolition des réflexes osseo-tendineux, et l'amyotrophie, tout cela rentre dans le syndrome lésionnel. Le syndrome sous-lésionnel, c'est sous le niveau de la lésion. La moelle, elle est comprimée. On a vu tout à l'heure que la voie, c'est la moelle épinière. Une partie du système nerveux central qui est constituée par les voies du système nerveux central, soit les voies afférentes et efférentes, les voies qui portent la sensibilité et les autres voies qui descendent avec les ordres pour exécuter certains mouvements. S'il y a une compression, le syndrome sous-lésionnel, on trouvera des troubles moteurs selon le niveau de la compression. Si la compression est cervicale, on aura un tétraplégique parce que le spéciaux pyramidal est atteint. Si l'atteinte elle est dorsale ou bien lombaire, c'est une paraplégie. Les troubles sensitifs, c'est une sensibilité, la sensibilité superficielle ou bien la proprioceptive de la cantonale postérieure, elles sont atteintes et abolies. La sensibilité thermoalgésique, le patient ne sent rien. Elles sont abolies ou bien diminuées. Les troubles subactériens, c'est l'émission impérieuse, il faut la curer, puis rétention d'urine, émission par engagement. Si on se met d'accord, c'est que le patient, au stade de début, il a des douleurs. Ces douleurs-là attirent l'attention du clinicien et il doit s'alarmer, il doit demander des explorations spécifiques. Si le diagnostic passe, on donne uniquement des traitements antalgiques, le patient arrive à un stade de phase d'état où l'installation des trois symptômes, à savoir des douleurs rachidiennes, des raideurs rachidiennes, on trouve bien des douleurs en hémiceinture, on trouve des signes déficitaires, des paraplégies ou des tétraplégies, abolition des réflexes, troubles de la sensibilité, des troubles sphinctériens. Donc, on est dans la phase d'état et la compression médulaire. Donc, le tableau clinique de la compression médulaire est total. Il faut noter que les troubles neurologiques installés, selon la courbe de Guillot, évoluent en 5 phases. Il y a la phase de paraparésie. À ce stade, elle est réversible. La phase de paraplégie spasmodique, spastique. Donc, on est toujours, il y a de l'espace, elle est réversible. Si on passe à l'hyperspasticité, encore c'est réversible. L'apparition des lésions, de tableau clinique de la paraplégie ou bien la tétraplégie plastospasmodique, on a toujours de l'espoir, mais une fois la plasticité est installée, la paraplégie ou la tétraplégie est flasque, le pronostic il est sombre. S'il faut opérer le patient, il faut l'opérer selon les 4 stades. La paraplégie, l'évolution de notre tableau clinique, la compression médulaire, ce n'est pas pris en charge à temps. L'évolution se fait vers une paraplégie ou bien une tétraplégie flasque avec une abolition de toute sensibilité. L'installation des complications du décubitus, à savoir les escales, les infections pulmonaires, les lithiases urinaires, les accidents thrombolytiques, le pronostic il est sévère et sombre. Les formes topographiques. Les formes topographiques se fait la distinction via la classification soit en hauteur ou bien en largeur. En hauteur, selon la région cervicale qui est atteinte, ou bien dorsale, ou bien au niveau du point médulaire, ou bien la côte cheval. La région cervicale, le tableau clinique, on trouvera les torticolis, les tétraplégies spastiques, les troubles
dû à une paralysie du diaphragme. Si la compression est au niveau dorsal, on trouvera une douleur en ceinture ou bien en demi-ceinture, l'abolition des réflexes cutaneo-abdominaux, une paraplégie plastique. Si l'atteinte est au niveau du cône médulaire, on aura des névralgies au niveau L1, L2, l'abolition du réflexe trimastérien, du trouble gynéco-sphinctérien et signe de Babinski. La queue de cheval, l'atteinte elle est type périphérique. On trouvera un déficit moteur périphérique avec hypotonie, l'abolition des réflexes osseo-veineux, anesthésie en selle et des troubles génito-sphinctériens. En largeur, selon la coupe horizontale, on trouvera l'atteinte antérieure, la prédominance des signes cliniques, c'est les troubles moteurs. On trouvera une paraplégie, mais la sensibilité, elle est préservée. Si l'atteinte ou bien la compression elle est postérieure, les troubles sensitifs qui prédominent et le syndrome cordonal postérieur trouve la préservation de la motricité, mais l'apparition des troubles sensitifs. On trouve un syndrome cordonal postérieur type signe de l'hermite, c'est une décharge électrique de long du rachis du membre provoquée par la flexion du cou. Si l'atteinte est latérale, on trouvera un syndrome de Brown, c'est quoi? Qui est fait du côté homolatéral d'un déficit de la sensibilité profonde et du déficit moteur. Le côté contralatéral, on trouvera un déficit de la sensibilité thermo-algésique. Le syndrome centromodulaire, c'est le syndrome cérano-gombilique, c'est le syndrome suspendu. L'atteinte, l'abolition de la sensibilité thermo-algésique en bande d'un côté et du trouble cordonal postérieur de l'autre côté. Les formes évolutives, quelle soit l'installation, la compression et la forme d'une compression médullaire d'installation brutale, là, il y a la prédominance des phénomènes vasculaires, des formes progressives, compression médullaire lente, par les néméangions par exemple, ou bien les neuronomes. Il y a les formes de l'enfant, la compression médullaire associée à une déformation du rachis, et les formes intermittentes, elle fait, c'est une évolution par poussée-rémission, elle est pseudo-sclérose en plaques. Dans les examens complémentaires, une fois que le diagnostic de compression médullaire est suspecté, on a examiné notre patient, soit au stade de début, soit là, il y a les douleurs qui prédominent, ou bien l'installation de la phase d'état, on trouvera des paraplégies, qu'elles soient spastiques ou hyperspastiques ou flasques, avec des troubles génito-sphinctériens et des troubles de la sensibilité. On demande les explorations. Comment explorer un patient qui présente un tableau de compression médulaire? Les radios standards simples du rachis, elles sont toujours d'actualité. Un patient qui se présente pour des cervicalgies, on n'a pas le droit de demander, par exemple, carrément une IRM. On commencera par des radios standards, mais on y a dans la tête à bien étudier les radios standards à la recherche des compressions médulaires. On peut rechercher ou bien on peut trouver une déformation rachidienne, une lisse vertébrale, une érosion de la face postérogicale vertébrale, c'est scalloping, une condensation osseuse, un pincement ou bien un tensement vertébral et un agrandissement du trou de la conjugaison. Là, on est déjà orienté vers l'origine d'une compression médulaire. Comme on voit ici, le tassement vertébral, cette image de radiologie, cette vertèbre on est voir, ou bien cette vertèbre bonne qui oriente vers le phase secondaire, vers une compression médulaire. D'ailleurs, déjà, au stade de radio standard, il y a des radiographies simples, on est déjà orienté vers l'origine d'une compression médulaire. Après, c'est le scanner. Le scanner, oui, actuellement, il a perdu son intérêt en matière d'exploration du rachis, soit cervical ou bien lombaire ou bien dorsal. C'est l'IRM qui a pris le dessus, mais toujours il est d'actualité. Il permet l'étude de la trame osseuse et du contenu du canal rachidien. Il peut orienter vers l'origine de la tumeur rachidienne primitive ou secondaire. Avec l'injection du produit de contraste lumineux scanner, pour révéler une pathologie tumorale intrarachidienne telle qu'un méningiome ou un neurinome. Mais actuellement, c'est l'IRM qui est l'examen du choix devant une suspicion de compression médulaire ou bien une confirmation clinique d'une compression médulaire, on passe directement à l'IRM médulaire. L'IRM médulaire, c'est un examen qui est très rapide, non invasif. Il confirme le diagnostic, il oriente vers la nature du diagnostic, de la compression
il nous renseigne si l'état médulaire ou est-ce qu'il y a d'autres lésions associées. Les autres examens à faire, si la scintigraphie osseuse, si on est devant une localisation secondaire, métastase, demande à l'éthénithorax, la TDM thoraco-abdominale, TDM rachidienne avec reconstruction, parce qu'elle a la TDM, elle a une bonne définition osseuse, au contraire à l'IRM. Actuellement, la biopsie, elle oriente à l'origine tumorale, ou bien les tumeurs qui sont profondes, et les examens biologiques, les marqueurs tumoraux. Concernant le diagnostic étiologique, comme on l'a vu précédemment dans le rappel anatomique, il y a le rachis, il y a l'espace extradural entre le rachis et la dure mère, l'espace entre la dure mère et la moelle épinière elle-même. L'étiologie rachidienne pure, on trouvera un syndrome rachidien, qui viendrait ou bien des douleurs rachidiennes. L'origine, ou bien l'étiologie, on peut avoir des métastases osseuses d'un cancer solide, des lésions, des leucémies, ou bien des hémopathies, un calaire ou autre, des tumeurs vertébrales primitives, ostéosarcome ou bien chondrosarcome. L'origine infectieuse, des infections spécifiques ou non spécifiques, spondylocytes, germe banal ou bien tuberculose. Les maladies rhumatismales, la maladie de Paget, la polyarthrite rhumatoïde, ou bien des causes rhumatismales, un canal cervical étroit ou là un canal cervical, un canal lombaire étroit, des épidurites infectieuses ou tumorales, ou bien des hernies discales localisées dans la région cervicale ou dorsale. Ces localisations donnent un tableau de compression médulaire pure. Les étiologies intradurales extramédulaires, c'est l'énorénome, le spanum ou bien les méningiome qui prennent naissance de la dure mère. Les étiologies intramédulaires elles-mêmes, la moelle elle-même qui est à l'origine de la compression médulaire, on trouve les types qu'on a écrits ici, les épendémons, bien les gliomes type astrocytome et les hémangioblastomes. Quelques images d'IRM qui orientent vers les compressions médulaires. Ici, on trouve les métastases vertébrales, le mal de Pote, la tuberculose, le rachis cervical arthrosique et les hernies cervicales. Ici, c'est une hernie cervicale, c'est 4, c'est 5. Quelques cas de compression médulaire, on a un méningiome, compression médulaire par méningiome, dorsale, un orénome cervical et une épidurite métastatique. Les gliomes intramédulaires, type astrocytome, épendémone, les pommes intramédulaires, les tératomes, les tumeurs embryonnaires. Les tumeurs, d'autres images de compression par les tumeurs intramédulaires. Le diagnostic différentiel se fait devant un syndrome rachidien ou radiculaire isolé, d'origine rhumatismale, par exemple, le canal cervical étroit ou bien canal lombaire étroit, le zona, la maladie de Lyme, devant un syndrome médulaire isolé, c'est les maladies médicales, neurologiques, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Bermer par carence vitaminique, les syndromes médulaires paranéoplasiques, les myélites virales et les polyradiculonévrites. En arrivant au chapitre du traitement, une fois notre patient qui consulte ou bien un patient qui est vu en première fois chez qui on suspecte un tableau de compression médulaire, soit au stade du début, il faut mieux que le diagnostic soit fait au stade du début, mais au stade de l'installation des signes neurologiques, tels la paraplégie spastique ou hyperspastique ou bien plasque, après avoir éliminé les autres étiologies causant la compression médulaire, les causes médicales, une fois trouvé la compression médulaire, qu'elle soit rachidienne, extramédulaire ou intramédulaire, le but, il faut explorer notre patient par l'IRM, on propose le malade à la chirurgie. On revient sur la définition, on a dit que la compression médulaire, c'est une urgence par excellence. L'urgence dans le diagnostic. C'est un au stade de clinique, une patient qui présente des cervicalgies, des lombalgies,
il faut avoir dans la tête qu'il présente un tableau de compression médullaire jusqu'à preuve du contraire. Stade clinique d'état, phase d'état. Donc, on est devant un tableau de compression médullaire. L'exploration, elle est là. On explore notre patient. On est orienté vers un type spécifique d'une compression médullaire. Le patient doit être orienté rapidement vers un service de neurochirurgie. Il doit être prêt en urgence. Il ne faut pas attendre. Le but, il y a une compression médullaire, il faut décomprimer la moelle épinière. Il y a une stabilité des rachis généralement, c'est dans la région, les zones de, comment dirais-je, les zones sensibles, la région cervicale et lombaire. Là, il faut stabiliser le rachis. Il faut décomprimer la moelle épinière. Il faut enlever l'étiologie, la tumeur. Il faut savoir le type histologique et fixer le rachis. On a les moyens, c'est le traitement chirurgical. Donc, il faut libérer la moelle épinière. Il faut faire l'exégèse totale, la plus totale possible de la tumeur, si on peut, ou bien se contenter d'une exégèse spatiale et connaître le diagnostic histologique et adresser le patient vers un traitement complémentaire de chimio ou de radiothérapie. Bien sûr, il y a un traitement médical par les antalgiques, les antibiotiques, les antitubercules spécifiques, les corticoïdes. La rééducation du patient, c'est très important. La kinésithérapie, il ne faut pas laisser le patient arrêter. En conclusion, la compression médullaire constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. À notre ère, il ne faut pas négliger une compression médullaire. Il faut que le diagnostic neurologique ou bien le diagnostic clinique soit posé déjà au stade de début. Une fois le diagnostic est posé, il faut que le patient voit un neurochirurgien dans un hôpital rapidement. Il faut qu'il soit opéré, il ne faut pas attendre. Parce que le passage des différentes étapes avec les chefs selon la courbe de Rio, elle est rapide. Le pronostic de la compression médullaire ou bien de la prise en charge de la compression médullaire dépend de la précocité diagnostique et thérapeutique, de la rapidité de la décompression médullaire, bien sûr de l'étiologie, qu'elle soit extradurale ou intramédullaire, et bien sûr de l'état neurologique de notre patient. Bon, merci pour votre attention. S'il y a des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser. Donc, concernant la question, le traitement à proposer, si le diagnostic est posé, on a la compression médullaire, il ne faut pas attendre. Une fois le diagnostic est posé, il y a une urgence, il faut décomprimer. Il faut que le patient soit vu par un neurochirurgien et opéré en urgence. Le jour même, ou bien l'heure même qui est vu, le patient qui arrive aux urgences avec un tableau de compression médullaire, il faut qu'il soit opéré en urgence. Il ne faut pas attendre. Le diagnostic différentiel entre syndrome rachidien d'origine compressive ou bien rhumatismale, c'est l'IRM et le scanner qui pose le diagnostic. C'est le scanner, entre l'IRM et le scanner, on a le tableau clinique d'une compression par myélopathie de la cervicale arthrosique. Ça, c'est une compression médullaire d'origine arthrosique qu'il faut opérer. Le RAA, le rhumatisme articulaire aigu, c'est un tableau à part, tableau clinique où il y a le syndrome biologique, d'autres signes qui sont associés. Et des fois, on est amené à opérer le rhumatisme articulaire aigu par une laminectomie et fixation osteorachidienne. Et généralement, la localisation du rhumatisme, de la polyarthrite rhumatoïde, c'est au niveau C1, C2. Là, il faut décomprimer et fixer le rachis. Il ne faut pas attendre. Non, la scoliose, c'est une déformation osseuse. C'est un problème d'esthétique, on peut dire d'esthétique. Il y a de compression médullaire parce que la moelle, elle s'adapte. Jusqu'à l'apparition des signes neurologiques, il faut opérer. Par exemple, une hernie discale associée à une scoliose, on opère. C'est un problème de décharge, décharger le rachis. Mais compression médullaire, non. C'est la scoliose associée à une hernie discale par effet de dégénérescence discale, là, il faut opérer. En matière de compression médullaire, n'importe quelle étiologie, qu'elle soit rhumatismale, médicale, infectieuse, épidurique, par exemple, une masse de pote, s'il n'y a pas de signes neurologiques qui indiquent l'urgence de la compression, on n'opère pas. Maintenant, s'il y a des signes neurologiques,
il faut opérer. Un syndrome médulaire d'installation rapide, c'est l'ischémie, c'est l'origine vasculaire. Mais il faut demander l'exploration, l'IRM médulaire pour poser le diagnostic positif. Peut-être que c'est une tumeur qui a saigné, une métastase, peut-être une hernie discale, un punch disque, une hernie discale avec une couche d'une hernie cervicale qui comprime la moelle épinière. On aura une tétraplégie d'installation brutale et aiguë. C'est l'IRM qui oriente la prise en charge. Actuellement, concernant l'infarctus médulaire, actuellement, on a tendance à voir qu'il y a, comme en matière de neuropathologie crânienne, je vais présenter la dernière phase de cette communication, il y a un syndrome d'hypertension intracrânienne. Parce que la boîte crânienne, elle est inextensible, c'est la présence de tout nouveau volume augmente la pression intracrânienne. Le traitement proposé actuellement, c'est de faire un large volet décompressif. Est-ce qu'il parle actuellement? C'est pareil pour les lésions médulaires, qui mêlent l'ischémie médulaire ou là. S'il y a l'installation d'une ischémie médulaire, d'un infarctus médulaire, il faut opérer pour décomprimer la moelle épinière. On fait une laminectomie à ce niveau-là et ça donne de bons résultats. Parce qu'il y a une mesure de la pression, comme dans la mesure de la pression intracrânienne, il y a une mesure de la pression intrarachidienne. Et les études, apparemment, c'est encourageante dans ce sens. Devant un infarctus médulaire, on fait une décompression médulaire. Et ouvrir, bien sûr, la diurmère et donner de l'espace à la moelle épinière pour qu'elle respire, comme on dit. C'est une question à discuter. Voilà la courbe de Guillaume. Il y a des 4 stades. Stade du début, on a les réflexes qui ont tendance à être exagérés avec l'hypertonie, l'installation de l'hypertonie, comme on a les Naya. Elle commence à être spastique. La sensibilité, diminution de la sensibilité et là, l'installation de la motricité. Stade de parésie, un déficit qui est spastique, hyperspastique. Sauf que la courbe, elle devient horizontale au niveau du stade hyperspastique. Perte de la motricité, de la sensibilité, augmentation des réflexes, augmentation du tonus, hypertonie. Puis à ce stade, l'installation de du déficit de la parésie flasque, elle s'installe avec perte de la motricité, bien sûr, l'installation du déficit, perte de la sensibilité, les réflexes vont s'abolir, l'abolition des réflexes et l'hypotonie, la motricité qui on se répète, donc perte de la sensibilité, perte de la motricité, l'hypotonie et les réflexes, l'abolition du réflexe. Normalement, les 4 stades ou bien les 5 stades de Guillaume, la première phase, l'installation d'une paraparésie, le patient, il présente un certain déficit, mais il garde toujours son autonomie. À ce stade, elle est réversible. Le déficit s'installe complètement à l'examen, le tonus. À l'examen, on trouve la paraplégie qui est spastique. On trouve la paraplégie qui devient hyperspastique. L'installation de la paraplégie devient place et spastique à la fois. Au 5e stade, la spasticité disparaît et l'installation de la paraplégie flasque qui, à ce stade, elle est irréversible. Il ne faut pas espérer quelque chose. Il faut être franc avec soi-même. Bien sûr, il faut opérer. Le patient, il faut l'opérer, quel que soit. Parce que le pronostic, il est sombre pour nous. Mais le patient, il faut l'opérer. Il faut lui donner sa chance, et on peut dire. Sur le plan physiopathologique, on a cité deux mécanismes. C'est le mécanisme de compression directe par le processus lui-même, une compression intramédulaire, une compression extramédulaire, une compression rachidienne. Elles vont comprimer la moelle épinière. Et maintenant, la moelle épinière, il y a les vaisseaux ascendantes et descendantes, les voies afférentes et afférentes. Une compression, ça gêne la transmission neuronale. Il y a des effets vasculaires, c'est la congestion, c'est l'ischémie, c'est l'œdème médulaire. Pour cela, on doit décomprimer rapidement. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être il faut
En conclusion, j'espère que j'ai attiré votre attention parce que la compression médullaire, je sais que tout le monde la connaît très bien, cette question, depuis le médecin généraliste jusqu'à médecin spécialiste. Je dois attirer l'attention, et c'est une formation continue, donc attirer l'attention de nos confrères, c'est cette pathologie. Un patient qui consulte pour des douleurs, qu'elles soient cervicales, dorsales, lombalgiques, avant même l'installation des signes cliniques, mais un patient qui arrive avec des signes cliniques, il faut l'explorer rapidement, demander l'IRM et adresser le patient vers un service spécialisé qui est la neurochirurgie. Et une fois arrivé aux urgences ou bien chez un neurochirurgien, il faut que ce patient soit opéré en urgence. Même à 4 heures du matin, il faut l'opérer, il faut lui donner sa chance pour éviter les complications GTP-10 de nos patients, pour éviter que le patient soit un handicap pour lui, pour sa famille, pour la société. Il faut bien opérer notre patient. Il faut savoir de quel, tout à l'heure, il a posé la question si au stade 5, où il y a la paraplégie place, oui, il faut l'opérer pour connaître qu'est-ce qu'il a. Est-ce que c'est une tumeur, peut-être c'est mal de pas? Est-ce que c'est un abcès, peut-être c'est une localisation secondaire? Il faut connaître c'est quoi son problème, l'adresser à la rééducation, pour espérer, Inch'Allah, que nos patients récupèrent. Il faut aider nos patients qui présentent cette maladie. Il ne faut pas l'aider dans le mauvais sens et le rendre un handicap pour lui et pour sa famille et pour la société. Alors, je vais attirer l'attention de mes confrères. Madame, j'espère que ما كانش question. On termine, Inch'Allah, cette formation. Merci à vous. Merci pour tout le monde.